Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être encore aussi nombreux, malgré l'heure tardive. Je vais essayer d'être bref pour ne pas trop vous fatiguer. Bon, tout d'abord, je remercie Alain Franqueville, président de la mission, et Guillaume Henry de m'avoir invité. Et je remercie Guillaume pour ces quelques mots de présentation. C'est un honneur pour moi de conclure ce colloque qui est comme des faits sur un berceau, placé, comme on l'a dit, sous la tutelle du ministère de la Culture. D'autres ministères sont aussi associés, celui chargé de l'agriculture, celui chargé des armées, celui chargé des sports, que je représente par le biais du comité d'histoire chargé des ministères chargés de jeunesse et sport, et bien évidemment pour l'IFCE et la FFE, qui sont à l'origine de cette mission. Donc, normalement, voilà. Le plan de mon intervention. Premier point, rapidement, des risques pris dans le choix des intervenants. Ça ne vous surprendra pas, quand on organise un colloque, on fait forcément un choix d'intervenants, on prend un risque, on ne sait pas trop ce qu'ils vont dire à l'avance. Mais s'agissant des intervenants jusqu'à présent, je peux dire que Guillaume n'a pris aucun risque, puisqu'il a pris des intervenants très cultivés, très connus dans le milieu, qui nous ont passionnés. Ils sont tous spécialistes des sujets traités, ils nous ont enchantés par leur connaissance, leur culture, leur capacité à les transmettre. Donc je les remercie chaleureusement en mon nom et au vôtre, j'imagine. En choisissant par contre, là, Alain a pris un grand risque, parce qu'il sait très bien que jusqu'à présent, je n'avais pas beaucoup de connaissances de la filière équine, ni de culture équestre, et que malgré les efforts des cadres de l'IFCE, dont certains sont présents ici, l'IFCE qui m'a choisi pour présider le conseil de l'emploi et de la formation de l'IFCE, parce que justement, je n'appartenais pas à la filière équine, donc je n'étais pas de parti pris. Donc, avec le peu de culture que j'ai, même si les cadres de l'IFCE m'en donnent, même si les membres du conseil de l'emploi et de la formation, dont certains sont ici d'ailleurs, merci, c'est gentil d'être là, me donnent aussi, je n'ai, par rapport à votre culture, enfin, c'est pas comparable à ce que vous savez du sujet. Donc, en me demandant de préparer à l'avance une conclusion pour un colloque qui ne s'était pas encore déroulé, non seulement je n'étais pas cultivé sur le sujet, mais Alain a pris un autre risque, parce qu'il ne savait pas que je déteste improviser, parce que quand on improvise, après, moi, je me dis, tiens, j'ai oublié de dire des choses importantes sur tel ou tel sujet. Donc, je n'aime pas improviser, donc j'ai essayé de travailler un peu sur le sujet. Et moi qui suis plutôt plongeur sous-marin équitant, je me suis plongé non pas dans l'océan, mais dans la lecture de certains ouvrages que m'a recommandé Honorine Tellier, qui est la documentaliste de l'IFCE, ici présente, et je la remercie, parce que comme ça, grâce à Alain et Guillaume, qui m'ont demandé de venir parmi vous ce soir, j'ai passé un été extrêmement instructif, et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est formidable, même à un âge avancé comme le mien, on apprend toujours des choses, c'est ça qui fait le sel de la vie. Mais enfin, néanmoins, pour conclure, j'ai demandé à Alain et Guillaume quelques consignes pour construire cette conclusion. Et ils m'ont dit un petit peu brièvement, mettre les interventions du colloque en perspective. Bon, c'est une consigne bien générale, un peu vague. Et puis surtout, mettre en perspective, après une perspective cavalière mise en œuvre par Madame Repessé, c'était un peu difficile. Alors, en prenant l'excuse d'être parfois un peu redondant avec certaines interventions, j'ai choisi, puisque je viens du comité d'histoire, j'ai choisi 4 perspectives. Alors, une perspective historique d'abord, compte tenu de mes origines, une perspective culturelle, puisque vous constituez, vous, une mission pour le développement de la culture équestre, une perspective professionnelle économique, puisque je viens du Conseil de l'emploi et de la formation de l'IFCE, et puis une perspective d'avenir, parce que si nous nous intéressons au passé, c'est aussi pour essayer de construire un meilleur avenir. En tout cas, c'est ma perspective personnelle, mais je crois qu'elle est partagée par vous. Quand je lis certains écrits de Guillaume, accessibles sur le site de la mission, l'équitation française est une école de vie pour demain. C'est très bien. Et puis, comme le citait tout à l'heure Alain, le colonel Danlou, en 1931, le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès. J'espère que mes 4 perspectives vous conviendront. Donc, je commence par la perspective historique. Vous le saviez mieux que moi, mais l'histoire du cheval en France, c'est une très longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à là. Mais notons que pendant près de 4 siècles, de Louis XI à Napoléon III,
l'organisation de la Poste en France, qui est un privilège royal, et qui est une institution fondamentale pour le fonctionnement de la société, elle doit son existence au cheval. Le cheval sert également pour la guerre, même si la cavalerie française n'est pas toujours militairement très efficace. On se rappelle Azincourt en 1415. Elle sert un petit peu pour elle sert pour le loisir de la noblesse. On a évoqué les tournois. Dangereux aussi. On en a vu les conséquences avec Henri II. Et puis le cheval, à cette époque, sert un petit peu pour le trait et le transport, mais d'une partie très faible de la population. Pour moi, une date importante, c'est la création des haras nationaux par Colbert en 1665, parce que c'est la première fois qu'il y a un projet de gestion rationnelle du cheval dans une perspective utilitaire particulière, la guerre en l'occurrence. Et nous sommes donc au XVIIe siècle. À son début, Antoine de Pluvinel, qui a été cité, avait déjà profondément rénové l'école française d'équitation. Son académie fonctionna jusqu'à 1620. Donc nous sommes déjà à Paris, où tout autour du cheval se déploient des infrastructures et une économie. Le pouvoir s'en est emparé avec les constructions d'écuries royales, comme l'a évoqué Guillaume Fontenelle, les entrées solennelles, le soutien aux arts valorisant le cheval, comme la statutaire équestre évoquée par Nicolas Chaudin, les carrousels qui ont succédé aux tournois d'une certaine façon. Donc le siècle suivant, le XVIIIe siècle, c'est un siècle de révolution politique notamment, en commençant par les États-Unis en 1976, puis celle de la France en 1789. Mais plus encore que le XVIIIe siècle, c'est le XIXe qui est un siècle de révolution, toujours politique, 1830, 1940, 1848, 1852, un siècle de massacre aussi, 1871, la Commune, qui a fait plus de morts que la terreur au siècle précédent. Massacre de chevaux aussi à l'époque, ça a été évoqué rapidement. Alors bien sûr, nous avons tous entendu parler de la révolution industrielle qui marque le XIXe siècle, mais d'autres révolutions accompagnent ce siècle. Où en sont les conséquences ? Au XIXe siècle, c'est progressivement un siècle de révolution dans les transports. Après la période des diligences et des malle-postes, s'ouvre une nouvelle ère. Ça a été évoqué par Mme Bouchet ce matin. À titre d'illustration, d'illustration de cette révolution dans les transports, en 1828, il fallait 14 heures pour se rendre de Paris à Rouen en diligence. 20 ans plus tard, en 1848, avec le chemin de fer, le trajet a été diminué par 4. On va de Paris à Rouen en 3h30. S'agissant de la France, les premiers réseaux de chemin de fer apparaissent à la fin des années 1820, en retard de plus de 25 ans par rapport à l'Angleterre. Et ce sont initialement encore des chevaux qui tractent les fourgons sur les voies de chemin de fer qui ont été créées en 1827, à l'époque pour acheminer le charbon des mines de Saint-Étienne à la Loire, la première voie ferrée. Les premières locomotives arrivent en France à Lyon en 1829, les premiers trains de voyageurs en 1837. Donc cela menacera peu à peu l'usage des chevaux, mais ils continueront à jouer un rôle nécessaire et même indispensable pour les déplacements à partir de l'arrivée des trains en gare, et cela jusqu'au premier quart du XXe siècle. S'agissant de Paris, autre révolution du XIXe siècle, c'est la révolution démographique que l'on observe. Entre 1800 et 1901, la population de Paris a été multipliée par plus de 4, principalement du fait de la centralisation sur Paris des activités économiques et des institutions politiques. En 1800, Paris comptait 559 000 habitants. Un demi-siècle plus tard, en 1851, sa population avait déjà plus de doublé avec 1,2 million. À partir de cette date, la population parisienne connaît une hausse soutenue et continue jusqu'à atteindre 2,2 millions en 1881, aussi avec le regroupement de quelques communes limitrophes. Et l'augmentation de la population se poursuivra jusqu'à atteindre un pic de 2,9 millions en 1921. À partir des travaux diligentés par le préfet Haussmann à la demande de Napoléon III, à partir de 1853, cette révolution démographique s'accompagne d'une révolution urbanistique, l'une étant favorisée par l'autre. Et compte tenu de l'intérêt de l'empereur pour le cheval, cela n'est pas sans conséquence en termes d'architecture et d'urbanisme, que ce soit en matière de construction d'écuries, ça a été évoqué, de casernes, d'hippodromes, de pistes cavalières et de parcs de loisirs pour les loisirs et la détente. Cette révolution démographique s'accompagne aussi d'une révolution dans les transports parisiens,
car bien évidemment, il faut véhiculer toutes ces populations. Un système de transport public avait déjà été créé par Blaise Pascal en 1662, mais ça avait été rapidement abandonné, il était trop en avance sur son temps, ce philosophe. Donc n'était resté qu'un système privé, celui des fiacres pour les déplacements individuels. Et Stanislas Baudry reprend l'idée de Blaise Pascal en 1828 et obtient l'autorisation d'exploiter une première ligne de transport public à itinéraire fixe, la traction étant assurée par des chevaux. Le succès de la formule amène la création d'une vingtaine de sociétés qui fusionneront pour constituer la Compagnie générale des omnibus en 1855. Tout cela a été admirablement exposé par Madame Bouchet, et notamment dans sa thèse. Donc, comme elle l'a dit, le XIXe siècle, et notamment la période 1840-1900, constitue l'âge d'or de l'attraction hippomobile, comme dans quelques autres villes de France. Les premières expériences avaient déjà eu lieu à Nantes. Donc l'année 1900, elle est très importante. C'est l'année de l'exposition universelle. Ça décuple les effectifs de transport hippomobile. Ça marque son apogée. Et par ailleurs, ça a été aussi évoqué, le Second Empire est la grande époque du cheval de luxe, avec de splendides équipages, le développement du sport, des spectacles et des loisirs équestres. On y crée des hippodromes, des académies équestres, les cirques. Les cirques présentent d'abord un spectacle équestre, comme l'a montré Madame Audac. Et dans un autre domaine sur lequel je reviendrai, c'est à Paris aussi que se crée la SPA, la Société protectrice des animaux, et que, simultanément, l'hippophagie est réhabilitée et redevient d'actualité. Donc Paris a incontestablement joué un rôle d'incitateur dans ces transformations, et la vie urbaine s'organise en fonction du cheval. Comme on l'a dit, 80 000 chevaux en 1880, encore 55 000 en 1912. Mais certaines utilisations du cheval sont rapidement menacées, notamment dans les transports, on l'a dit. C'est aussi à Paris qu'en 10 ans, entre 1895 et 1905, l'automobile s'impose, avec une transformation progressive de tous les moyens de transport en ville. En parallèle, une autre concurrence se met en place à Paris, c'est le métro parisien. C'est aussi en 1900 que la première ligne de métro est inaugurée, le 19 juillet 1900 précisément, en phase avec l'exposition universelle. Donc le cheval continue à apporter une contribution, notamment via les réquisitions dont il est l'objet pendant la Première Guerre mondiale, mais son déclin en ville devient définitif à partir de 1935. Donc au vu de toutes ces relations entretenues avec le cheval, comme aurait pu peut-être le dire Henri IV d'une certaine façon, Paris méritait bien un colloque, et merci à la mission d'en avoir pris l'initiative. Donc c'était quelques repères historiques. Perspective culturelle du colloque dans les travaux de la mission. Donc l'équitation tradition française, comme ça a été rappelé par Alain, est inscrite à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO depuis novembre 2011. Je m'en réjouis d'autant plus que cette décision de l'UNESCO, prise après de nombreux efforts de plusieurs acteurs, dont certains sont sans doute parmi vous dans la salle, a pour origine cette décision de l'UNESCO, pour origine une initiative prise en 2008 par mon collègue et ami Robert Dartois. Je ne sais pas s'il est parent avec le comte d'Artois dont on a parlé, peut-être. Robert, après avoir été secrétaire général de l'INSEP quand j'en étais le directeur, devint quelques années plus tard le directeur de l'École nationale d'équitation. Et c'est à ce moment qu'il prit cette initiative, avant la création de l'IFCE, dont il devint le premier directeur adjoint. Et pour le montage du dossier auprès de l'UNESCO, initialement, Robert a été aidé par l'écuyer du cadre noir Patrice Franchet d'Espéret, puis par d'autres, parce que sur les 4 ans de montage du dossier, il y a eu une continuité dans les personnes qui s'en sont occupées, avec l'aide importante, bien sûr, du ministère de l'Agriculture. Donc, dans les fiches de repères historiques que j'ai évoquées, vous pourrez retrouver les détails de cette aventure. Donc, comme on l'a dit, l'équitation de tradition française est pour la France l'un des 2 seuls patrimoines immatériels concernant l'ensemble du territoire national, les autres patrimoines ayant une dimension locale ou régionale. Et afin de suivre cette inscription et de promouvoir l'ETF tant sur le territoire national qu'à l'étranger, à l'invitation du ministère de l'Agriculture, en 2019, l'Institut français du cheval et la Fédération française d'équitation se sont rapprochés pour créer la mission. Néanmoins, avant 2019, des travaux existaient depuis longtemps sur ce sujet, notamment dans le cadre du groupe Cheval et Patrimoine,
dont le site est toujours hébergé sur le ministère de l'Agriculture. Et je suis allé voir les colloques qui ont été réalisés. Et alors, la liste existe depuis 1988. Et en 35 ans, la mission ou les organisations qui l'ont précédée ont organisé, seules ou en partenariat, 46 colloques, soit une moyenne de près d'un et demi par an. Donc la mission est active. Le rythme de ces colloques est passé à 4 en 2019. Bon, il y a eu le Covid, ça a peut-être diminué les choses, mais le travail reprend de plus belle. Et ce qui m'a frappé en examinant ces nombreux colloques, c'est leur diversité, leur cohérence d'ensemble. Les regards sont largement historiques, ça ne peut que me plaire, mais ils couvrent tous les secteurs, comme les arts, la pédagogie, le patrimoine, les aspects scientifiques, etc. Donc ils font bien la promotion de la culture équestre et contribuent très largement à soutenir le maintien du classement de l'équitation de tradition française comme patrimoine culturel, parce que, comme vous le savez, il faut justifier régulièrement de cette inscription. Dans cette riche collection de colloques, celui de ce jour, Le Cheval à Paris, me paraît particulièrement intéressant du fait de la pluralité des regards qu'il a permis. Il a été question d'histoire, d'art, d'architecture, de spectacle, de sport, de course, d'économie, d'apprentissage de l'équitation, etc. Donc sans doute il est bon qu'à certaines occasions comme aujourd'hui, vous portiez un regard synthétique sur tous les thèmes que vous avez abordés jusqu'à présent. Et sans doute les observer dans leur concrétisation à Paris sur ces derniers siècles, et notamment le 19e, était un choix particulièrement pertinent au vu de tout ce qui s'est passé. Troisième et avant-dernier volet, avant-dernière perspective, professionnelle et économique. Je viens du Conseil de l'emploi et de la formation, donc je m'intéresse forcément à ces sujets. Madame Bouchet, dans sa thèse, évoque les métiers liés au cheval. Elle distingue ceux qui sont directement en contact avec le cheval, comme les palefreniers, les cochers, les charretiers, les vendeurs et loueurs, ceux qui sont indirectement en contact et qui fournissent aux précédents les outils pour les services indispensables à leur utilisation, comme les selliers harnacheurs, les carrossiers, les charrons. Il y a aussi la catégorie de ceux qui n'existeraient pas si le cheval n'était pas utilisé, comme les apprêteurs et fileurs de crin, les fabricants de crin pour brosserie, les ramasseurs de crottins, produits, comme vous le savez, de grande valeur pour l'agriculture en banlieue parisienne, jusqu'assez loin d'ailleurs. En 1986, on a effectué un recensement des professions, ça figure dans la thèse de Madame Bouchet. Une trentaine de métiers sont présentés, je pense que la liste n'est pas exhaustive, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ce qui m'intéresse plutôt, dans cette mise en perspective, c'est de pointer certains métiers, compte tenu de leur évolution historique et des conséquences que l'on peut encore constater aujourd'hui. Des carrossiers, on peut souligner qu'au-delà de la qualité professionnelle des Français et des Parisiens qui étaient reconnus jusqu'au niveau international, à ce 19e siècle, leur capacité de reconversion a été exemplaire dans l'industrie automobile du début du 20e. Sur les charrons, c'est un métier maintenant largement oublié. On peut évoquer les compétences techniques spécialisées très particulières, dont la connaissance nous manque maintenant beaucoup pour l'entretien du patrimoine hippomobile, qui est quand même très riche en France. Des selliers-bourreliers, je soulignerai aussi le haut niveau technique, appliqué dans le luxe, en harnachement des chevaux au XIXe siècle, mais ce haut niveau, il perdure au XXe ou au XXIe, parce qu'ils ont su se reconvertir aussi dans la maroquinerie de luxe. Un dernier métier que je vais évoquer, les maréchaux ferrants. Madame Bouchet consacre un certain nombre de pages très, très intéressantes dans sa thèse sur ce sujet. Elle souligne les relations qui sont devenues tendues entre les maréchaux ferrants et les vétérinaires quand ce nouveau métier de vétérinaire émergea et puis s'appuyer sur une autre révolution du XIXe siècle, la révolution scientifique avec Claude Bernard comme figure de proue. Figure de proue pour la médecine, mais qui aussi a eu des conséquences au plan animal, et notamment engendra la création de la zootechnie. Et de facto, les maréchaux ferrants, qui soignaient antérieurement les chevaux malades ou blessés qu'on leur amenait, avaient une fonction de vétérinaire. Donc ils étaient organisés en syndicats puissants, et en 1900, on a voulu les placer sous l'autorité des vétérinaires, et ils s'y sont opposés, ils avaient la force pour le faire, et ça a été à l'origine de la création en 1902 de la première école supérieure de maréchalerie. Et on voit toujours, encore maintenant, en 2023, les suites de ces relations un petit peu tendues entre les maréchaux ferrants et les vétérinaires. Et
Alors pour moi, l'intérêt de cette étude historique de ces métiers, c'est de montrer, au-delà des techniques qui se sont améliorées évidemment avec le temps, c'est de montrer à quel point l'évolution de la société dans l'usage du cheval a eu des répercussions économiques et sociales importantes, parfois douloureuses. Il faut penser à la nécessaire reconversion en seulement une dizaine d'années de tous les professionnels du transport collectif à cheval lors de l'arrivée de l'automobile et du métro parisien. On peut imaginer que ça n'a pas dû être très facile pour certains d'entre eux. Actuellement, comme le montrent les études de l'Observatoire des métiers, de l'emploi et des formations de la filière équine, l'OMEF, et le travail quotidien d'Equiresources, de services importants de l'IFCE, avec qui j'ai le plaisir de travailler, on observe que les métiers du cheval, en 2023, sont en tension, variables selon les métiers bien sûr, mais globalement en tension. Et puis cette vision historique que j'ai retracée très rapidement, qui montre les évolutions et les reconversions, les capacités d'adaptation des professionnels de la filière, soit un message d'espoir pour l'avenir. Dernière perspective d'avenir, justement. De la constante évolution des relations entre Equus caballus et Homo sapiens, excusez-moi, je prends le nom de Linné pour Equus caballus, mais, parce que le sujet remonte très loin et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, comme le fait le professeur Harari dans son best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Le genre Homo dans son espèce Sapiens, bien que ce soit un animal relativement insignifiant par rapport à beaucoup d'autres, qui étaient beaucoup plus volumineux et mieux armés, Homo sapiens a toujours été un super prédateur, et cela ne fut possible que grâce à ses capacités cognitives et à sa capacité à travailler en groupe. Et d'ailleurs, si les mégafaunes du paléolithique n'existent plus, nos lointains ancêtres en sont les principaux responsables. Equus caballus, lui, n'a jamais été un prédateur, vous le savez. C'était une proie chassée par le genre Homo, comme on atteste notamment les premières peintures pariétales. Et l'hypophagie apparaît comme l'une des premières formes d'alimentation humaine carnée dès le paléolithique inférieur. Fort heureusement pour les ancêtres du cheval actuel, Homo se rendit compte que cet animal était apprivoisable, c'est vers 8000 ans avant notre ère, puis domesticable, vers 2200 avant notre ère, selon les études plus récentes de paléogénétique. L'homme l'avait déjà fait pour d'autres espèces animales. Et le super prédateur Homo est devenu un exploiteur, voire même un super exploiteur d'Equus caballus, qui, outre ses qualités nutritives, pouvait également servir pour le combat, le transport, la chasse, le travail. Il devint aussi, Equus caballus, un animal de prestige, un signe extérieur de richesse, un signe extérieur de noblesse, la création d'une nouvelle classe sociale, la chevalerie, justement. C'est peut-être finalement tous ces usages qui ont sauvé l'espèce. Vous me direz sans doute que je remonte peut-être un peu loin par rapport au colloque de ce jour, mais c'est pas si sûr, car si on observe l'usage du cheval en France, ou dans le monde d'ailleurs, sur ces derniers siècles, et notamment à Paris, on constate que ces différents usages, certes appliqués dans des proportions différentes selon les époques, ont toujours été les mêmes. Une nouveauté sans doute, c'est l'usage du cheval dans sa dimension loisir, apparu plus récemment, et surtout dans celle du loisir sportif et du sport, là clairement apparu au milieu du XIXe siècle, notamment encore sous l'influence anglaise. Les tournois du Moyen-Âge étaient peut-être aussi un loisir, mais surtout un exercice très apparenté à la guerre et d'une classe sociale d'effectifs très limitée. Mais comme le met bien en évidence Daniel Roche, c'est surtout la dimension cheval-moteur qui fédère les différents usages du cheval au XIXe siècle à Paris et dans la mise en place rigoureusement organisée d'un système de transport public. Donc, si le cheval travaille pour l'homme, on peut s'intéresser à ses conditions de travail. Elles ont pu être exécrables, on pourrait même dire inhumaines si le terme n'était pas un peu paradoxal dans ce contexte d'exploitation de l'animal par l'homme. Je pense notamment aux conditions de travail des chevaux dans les mines. Certains ont parlé à juste titre d'esclavage chevalin. S'agissant des conditions de travail des chevaux dans les transports parisiens du XIXe siècle, elles ont pu apparaître extérieurement un peu plus respectueuses du bien-être animal, avec un contrôle des heures de travail limité à peu près à 5 heures de travail par jour, des moments de récupération, même des aires de repos à la campagne. Tout cela a été évoqué, mais on était
uniquement dans une perspective de rentabilité économique du cheval moteur. J'ai noté avec intérêt le contexte de la création de la SPA, là aussi inspiré de l'Angleterre, où une première société avait été créée en 1824. L'animal doit être considéré comme un être qui souffre et qu'il convient de protéger pour lui-même, pour son bien propre, c'est ce qu'écrit Madame Bouchet dans son ouvrage. Et l'idée de société fut reprise en France en 1839, concrétisée par la première réunion solennelle de la Société protectrice des animaux, suivie de la loi Grammont en 1850. Assez curieusement, avec notre regard du XXIe siècle, la SPA fut un soutien au retour de l'hypophagie, réhabilitée et réapparue à Paris au milieu des années 1860, mais c'était dans une perspective de santé publique et d'aide à l'alimentation des populations les plus démunies. Le prix du kilo de cheval coûtait moins cher que le prix du kilo de bœuf. Mais, vu sous l'angle du bien-être animal, l'hypophagie a surtout entraîné la disparition progressive des clos d'équarrissage, qui étaient de véritables mouroirs à chevaux, où les animaux achevaient leur vie pitoyablement quand ce n'était pas sur la voie publique directement, dans des conditions de souffrance parfois atroces. Donc si nous passons maintenant au XXIe siècle, nous constatons que les multiples usages du cheval demeurent, certes dans des proportions différentes, compte tenu des évolutions de la société. Le cheval est davantage un compagnon pour le loisir, un animal de compagnie, comme on dit maintenant, tout en restant aussi, pour la plupart des propriétaires, un animal de rente. Il poursuit sa carrière dans les courses, il revient peu à peu comme animal pour le travail ou le transport, dans un contexte écologique. Après une baisse de son rayonnement dans le domaine du cirque par rapport au XIXe siècle, le cheval revient dans les arts, notamment par le biais des artistes équestres. Le contexte sociétal est un puissant facteur de changement des comportements, avec toutes les réflexions et mouvements autour de l'amélioration du bien-être animal, certains comme les animalistes allant jusqu'à s'opposer à toute relation de travail avec l'animal. Mais le cheval continue à s'adapter à ces évolutions sociétales comme il l'a toujours fait dans le passé, depuis qu'il commença à être apprivoisé. Il a toujours un avenir en perspective, puisqu'on m'a demandé de mettre le colloque en perspective. Donc souhaitons pour lui qu'il soit moins douloureux que pendant certaines périodes de la longue histoire de ses relations avec Homo sapiens. Et pour conclure, en vous remerciant de votre attention, j'évoquerai un usage nouveau du cheval au XXIe siècle, celui de la médiation équine. Equus caballus devient un outil pour soigner les maux d'Homo sapiens. N'est-ce pas un peu une forme de revanche ? Le cheval bien maltraité par l'homme au cours de son histoire, devenant une aide pour l'homme malade ou maltraité. Je vous remercie pour votre attention.